À 7h42, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot qui, il y a quelques jours encore, disait que la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat serait un contresens tragique de l'histoire. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Eh bien voilà, on y est. Donald Trump l'a annoncé clairement et fermement hier soir. Les États-Unis se retirent de l'accord de Paris. C'est un message d'une violence inouïe qui est envoyé à ces millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui chaque année, à cause des conséquences des changements climatiques, sont obligés de quitter leur territoire. C'est un message d'une violence inouïe aux familles de ceux et celles qui, par millions, meurent chaque année de la pollution due à l'utilisation des énergies fossiles. C'est un message d'une violence inouïe aux générations futures. Au moment où nous sommes sur un seuil étroit de tolérance, c'est aussi un message, c'est une forme d'injure à l'avenir. Avenir d'ailleurs dans lequel le président des États-Unis rentre à reculons, mais ça ne tourner les dos aux faits n'empêchera pas les faits de nous rattraper. Parce que ce message, c'est quelque part, c'est dire, après avoir imposé une espèce d'ordre universel, on va imposer une tragédie au monde. C'est pas l'avenir de la planète qui est en train de se décider. C'est l'accomplissement de l'humanité, ce sont les conditions d'existence de l'humanité. Donc c'est pas un petit sujet, je veux pas forcer les traits, on n'avait pas besoin de ça. Maintenant, il ne faudra pas s'étonner que cette violence dans l'attitude, une forme de désinvolture tragique, il y ait une onde de choc qui puisse se traduire par toutes sortes de comportements, et dans la tension du monde, on n'avait pas besoin de ça. Mais pour autant, vous pensez non, mais vous savez, le cynisme de l'instant peut provoquer l'intégrisme de demain. Voilà, je dis simplement que l'histoire, elle n'est jamais amnésique. Et là, c'est la grande histoire qui est en train de se déterminer. Alors, je ne veux pas en rajouter, parce qu'il peut y avoir dans cette, attitude-là, ou dans cette décision-là, peut-être quelque chose de positif qui en sort. D'abord, je pense qu'il y a un axe autour de la solidarité universelle qui va se créer, et peut-être un axe inattendu entre l'Europe, la Chine, l'Inde, dont nous allons recevoir le président samedi, et certains disent, attention, il y aura peut-être un effet domino, la Russie va peut-être se retirer. On n'en est pas là, y compris aux États-Unis, où des forces de rappel, dans notamment les États, les grandes villes, je pense notamment au maire de New York, et y compris les acteurs économiques. Quand vous voyez que les actionnaires d'Exxon eux-mêmes considèrent que l'attitude de Trump n'est pas compatible avec la réalité économique d'aujourd'hui et de demain, ces forces de rappel vont peut-être se renforcer sur cette décision qui, comme vous le rappelez, est un contresens tragique et pathétique de l'histoire. Ça veut dire qu'on pourra continuer à avancer sans Donald Trump, sans l'État fédéral, mais avec les villes, les États de bonne volonté. L'accord de Paris est mort ou pas? Non, il n'est pas mort. Il va au contraire, d'ailleurs, vous voyez, la France elle-même va, au lieu plutôt que de baisser ses ambitions, nous allons nous-mêmes les réviser à la hausse. Et je pense qu'on va entraîner dans notre sillage nombre d'États. C'est un cas isolé, évidemment. J'aurais préféré que ça ne soit pas le cas, parce que quand ça vient d'un pays qui émet par habitant 4 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre, notamment que la Chine, il faut comprendre que c'est un sujet, c'est pas simplement un sujet environnemental, c'est un sujet de justice, de dignité, de démocratie, d'humanité. C'est l'avenir de l'homme qui est en jeu aujourd'hui. Je ne le dis pas moi du haut de ma boule de cristal. C'est simplement ce qui a changé, c'est que la science a validé le diagnostic. Ce sont bien les conditions d'existence de l'humanité qui sont en péril. Tant qu'il y avait l'alibi du doute ou de l'ignorance, mais le diagnostic a été confirmé par les États-Unis eux-mêmes à Paris. Trump a dit que ça n'aurait pas d'impact sur le climat. Sa décision, le retrait des États-Unis n'aura pas d'impact sur le climat. Écoutez, c'est une forme de négation vis-à-vis de la science et vis-à-vis des 196 pays qui ont proclamé, affirmé, scellé un constat et qui se sont fixé une feuille de route. Et dans son propre pays, très sincèrement, sur ce sujet-là, cette parole n'est pas, et cette attitude et ce constat n'est pas dominant. Nicolas Hulot, le 29 mars dernier, vous avez tweeté « Ce que fait Donald Trump contre le climat sera sanctionné par l'histoire comme crime contre l'humanité ». Est-ce que vous reprenez ces mots ce matin? On va les adapter à ma fonction, mais l'histoire n'est pas amnésique. Et c'est vrai que, et c'est pour ça que les mots ont un sens, c'est bien l'humanité qui est en péril. Et en vous entendant tout à l'heure dire que Thomas Pesquet revient sur Terre,
il aurait été bon que le président Donald Trump voie notre planète de l'espace pour prendre la mesure de sa vulnérabilité. Est-ce qu'on peut encore travailler avec les États-Unis de Donald Trump sur le climat? Est-ce que c'est possible? Il a dit qu'il voulait reprendre les négociations. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore un interlocuteur ou pas? Les négociations, on ne les reprend pas. Elles ont été faites à Paris, il y a un accord. Donc il n'y aura pas de reprise des négociations sur l'accord de Paris? On ne remettra pas à plat l'accord de Paris et il restera cette feuille de route en l'état que l'on devait revoir en urgence à la hausse et en aucun cas à la baisse. On a entendu l'appel lancé par Emmanuel Macron hier aux chercheurs, aux ingénieurs américains, venez chez nous. Au-delà de ça, est-ce que la France va prendre une initiative? Est-ce qu'il va y avoir un sommet d'urgence? Qu'est-ce qui va se passer dans les semaines qui viennent? On y a travaillé avec le président une bonne partie de la nuit. On est en train avec nos partenaires allemands, avec nos partenaires chinois, avec l'Inde, avec certains pays européens. On est en train d'envisager ensemble, évidemment, de renforcer l'alliance. Et puis, ça pourrait passer par un sommet d'urgence, par quelque chose comme ça? On est en train d'y travailler. Et dans le message du président, il y a évidemment une main tendue. Et notamment aux scientifiques, aux acteurs économiques américains, pour leur dire, écoutez, si vos travaux, si ce potentiel économique, parce que l'enjeu climatique et l'enjeu écologique, c'est pas simplement une contrainte, c'est une opportunité économique, si elle ne trouve pas de débouché aux États-Unis, j'espère que l'Europe créera les conditions d'accueil à toute cette communauté qui doit, honnêtement, aux États-Unis, être dans une tristesse profonde. Vous savez, même les négociateurs américains que j'ai rencontrés à Berlin il n'y a pas longtemps, je lisais sur leur visage plus qu'un désarroi, une profonde émotion. Parce que c'est plus qu'une tristesse, c'est une colère qui nous submerge, mais une fois que la colère va être passée, il faut encore une fois penser que peut-être, au contraire, que ça va ressouder et renforcer des coalitions totalement inédites dans l'ordre mondial du monde. Je reviens un peu sur la Russie. Vous avez des inquiétudes, vous, sur la Russie, qu'on cite comme un pays qui potentiellement pourrait profiter de l'opportunité, une sorte d'effet d'aubaine, entre guillemets? C'est une inquiétude pour vous ou pas? J'ai beau être ministre, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais de ce que le président Macron m'a dit de ses entretiens avec le président Poutine, ça ne fait pas partie de ses inquiétudes. Et envisager des sanctions contre les États-Unis, est-ce que c'est une piste? De la même manière qu'on a pris des sanctions économiques contre la Russie à cause de l'Ukraine, par exemple? Moi, je pense qu'il ne faut pas céder à une forme de surenchère. D'abord, ce ne sont pas tous les États-Unis qui ont pris cette décision. C'est un président. Et donc, je pense que notre attitude, il est plutôt, d'ailleurs, il n'est pas exclu que moi, dans les temps proches, fasse un déplacement aux États-Unis, et j'irai rencontrer aux États-Unis des hommes, des femmes qui sont nos alliés, qui demeurent nos alliés, et nous allons créer avec eux un axe de travail. Quand Donald Trump dit qu'il tient à l'environnement, j'y tiens beaucoup, a-t-il dit hier? Écoutez, je pense que c'est une lecture un peu tronquée. Moi, je n'oublie pas que les États-Unis, sur les sujets d'écologie, ont été pionniers à une autre époque et que nous avons eu avec eux, et notamment à l'accord de Paris, une coopération. Là, il y a une rupture forte, évidemment, mais je pense c'est plus qu'un angle mort dans le radar du président Trump. Je pense qu'il n'a pas pris la mesure. Je pense que peut-être comme certains, ils pensent simplement que c'est un pur problème environnemental. Non, se joue en ce moment l'accomplissement de l'humanité. Si on est honnête, beaucoup de spécialistes disaient depuis longtemps que l'objectif des 2 degrés n'était déjà plus atteignable. Est-ce qu'on ne se voile pas la face en disant maintenant que c'est la faute de Donald Trump? Non, mais c'est une faute collective. Mais ce qui est terrible, c'est que cette situation que nous infligeons à des hommes et des femmes, elle est la conséquence d'un modèle que nous avons les uns et les autres provoqué, ou en tout cas conçu, qui s'est fait parfois sur le détriment de celles et de ceux qui souffrent des conséquences des changements climatiques. Donc quand je dis que ça ajoute de l'injustice à l'injustice, de la souffrance à la souffrance, de la misère à la misère, moi c'est comment dire, ce qui m'a affligé hier soir en l'entendant, c'est que je me mettais à la place de ceux que j'ai déjà rencontrés aux Philippines, dans la bande sahélienne. La perception de ce message, voilà, c'est dire non seulement nous subissons les conséquences d'un modèle de développement dont on n'a pas profité, qui s'est fait sur notre dos, et en plus, au moment où vous nous avez dit on va vous aider à vous adapter et à vous émanciper, eh bien, on fait un pas en arrière. Laurent Fabius, qui était le président de la COP21, parle de fautes honteuses et d'erreurs majeures. C'est calamiteux, dit le Premier ministre Édouard Philippe. Est-ce que Emmanuel Macron souhaite rencontrer Donald Trump pour en parler avec lui? Est-ce que ça, c'est prévu ou pas? Écoutez, en l'état, je n'ai pas eu écho de ça. Je pense que sa priorité, c'est plutôt de rencontrer justement les chefs d'État
avec lesquels on va renforcer notre dialogue et notre coopération. Et la France a bien l'intention, j'en ai parlé avec Jean-Yves Le Drian, de maintenir et même de renforcer son leadership diplomatique sur ce sujet-là. Je voudrais que vous mettiez de côté une seconde votre costume de ministre, Nicolas Hulot. Est-ce que ça vous déprime, cette reculade américaine ? Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai une conscience aiguë, encore une fois, qu'on est sur un fil du rasoir, que les choses se déterminent maintenant, que tout ça peut ajouter de la tension dans un monde qui n'en avait pas besoin, mais que paradoxalement, si le monde se jetait sans retenue sur la transition, notamment énergétique, et notamment dans le développement des énergies renouvelables, je fais une petite parenthèse, mais quand vous regardez tous les conflits auxquels nous avons assisté depuis la Deuxième Guerre mondiale, le pétrole, le charbon, le gaz n'étaient jamais très loin. Si grâce à l'enjeu climatique, nous permettons à chaque produit, chaque village, de produire son énergie dans ses frontières, vous allez rétablir l'équilibre du monde. Donc d'un côté, si on ne fait rien, évidemment la guerre se rapproche. De l'autre côté, si on y va, c'est la paix qui va devenir la norme. Nicolas Hulot, je vous propose de rester encore quelques petites minutes avec nous. Dans un instant, vous pourrez échanger avec Danny Cohn-Bendit. C'est l'humeur de Danny sur Europe 1. À tout de suite.